Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Je suis allée voir un magnétiseur un peu chaman, tu vois, et ça m'a, je sais pas, je me retrouve moi, c'est hyper marrant. Il m'a dit, il faut te re-ancrer sur ce que tu es toi, sur ce que tu sais faire, sur qui tu es vraiment. Parce que je me sens, je sais pas, janvier, février, moi, comme tu l'as dit dans mon thème, j'aime la communication, j'aime les gens, j'ai la joie et je suis solaire. Oh, je l'avais perdu. J'étais aigrie, j'étais mal dans ma peau, j'étais vraiment, j'en voulais à la terre entière, j'avais pas la parole impeccable, tout ce que je suis pas. J'étais pas alignée avec moi et il m'a réalignée. Et peut-être que, j'en suis sûre, il m'a aidée, quoi. Ça va mieux. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Le visage de mon invitée d'aujourd'hui vous sera certainement familier, surtout si vous êtes féru de sport, puisqu'elle est speakeuse, elle est journaliste, elle est maîtresse de cérémonie et tant d'autres choses. Et elle représente les valeurs du sport sur la scène nationale et internationale. Mais si j'ai décidé de la faire venir dans les canapés d'ABC Talk aujourd'hui, ce n'est pas pour nous raconter uniquement son parcours professionnel, mais aussi pour voir ce qu'on ne voit pas à l'écran et qu'elle vienne nous éclairer sur son parcours de vie, sur sa philosophie de vie. Et j'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Sandy Héribert. Sandy, merci d'être venue, je suis trop contente. Bonjour Alexandra, merci de m'avoir reçue. J'ai vraiment hâte de connaître tout ce que tu as écrit sur ta feuille. Vraiment, ça m'intrigue énormément. Je vois des chiffres, je vois des nombres, je vois des ratures. J'ai hâte. Des petits gribouillis, oui, des petits trucs au crayon papier en rose, en violet et tout. Parce qu'en fait, quand je prépare les thèmes, tu vois, donc je l'ai jamais dit, mais j'y reviens. Quand je t'invite, quand je te contacte, je prends ton thème, je prends les nombres qui sont les tiens et je me laisse inspirer. Et après, ensuite, seulement après, je vais un peu voir ton parcours. Mais c'est vrai qu'on n'a rien préparé ensemble. Non. C'est aussi la magie de ce genre d'émission. Mais du coup, alors, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Alors, je suis Sandy Héribert, je suis journaliste franco-anglaise. J'ai 41 ans. Je suis la maman d'une petite Dune qui a 3 ans et demi. Et j'ai beaucoup de chance que je fais le métier dont j'ai toujours rêvé. Je voulais faire ce métier à l'âge de 9 ans. Et j'ai suivi ma voie, je savais que c'était fait pour moi. Et j'ai le métier de mes rêves. Donc, et je veux continuer à faire ce métier. Et j'ai la chance de rencontrer, comme tu le disais, beaucoup de sportifs de haut niveau qui m'inspirent énormément par leur résilience, leur combat, leurs échecs et leurs succès. Puisque les échecs font autant une personne que les succès. Et j'ai beaucoup de chance d'être dans ce milieu-là. Donc je suis journaliste parce que j'aime les gens et j'aime les histoires des gens. Et je suis passionnée de sport et j'ai de la chance d'être dans ce métier. Donc voilà en quelques lignes qui est Sandy Héribert. Avec les nombres, pour moi, tu es 3, 4 et 7. D'accord. Le 3, c'est ton chemin de vie. Donc, quoi de mieux que du 3 pour être journaliste, puisque j'ai eu aussi la chance de recevoir Lionel Froissart, qui est un journaliste sportif. Bien sûr, et qui a du 3 aussi dans son thème. Ah. Et tu vois, le 3, c'est la parole, c'est les médias, c'est la communication, c'est le marketing, c'est tout ça à la fois. D'accord. Et tu vois, ton chemin, s'il est sur le 3, c'est parce que tu as envie et besoin de revendiquer des choses. Mais toi, tu as le 3 de la passion. Ah, c'est marrant, je l'ai dit plusieurs fois, non, passion, quand j'ai parlé de moi. Exactement. Tu as le 3 des passions refoulées. Regarde. Refoulées? Exactement. Je t'explique. Est-ce que tu crois au karma et à la réincarnation? Ouais, beaucoup. Alors parfait, je vais pouvoir aller sur ce terrain-là plus facilement avec toi. Quand je regarde la dynamique karmique de ton thème, moi j'ai la petite fille dans une dernière vie, dans la toute dernière vie. Je lis pas les annales akashiques, mais moi je regarde l'empreinte karmique de la dernière vie. Petite fille de bonne famille, aristocrate qui a refusé de sortir des clous pour éviter de froisser ses parents, mais qui avait un univers féerique de sport, de mouvement, mais aussi artistique, très présent en elle. D'accord. Il y a la fascination aussi pour l'histoire et la passion des gens. Et du coup, j'ai pas été surprise de me rendre compte que ton éveil sur ce métier s'est fait à tes 9 ans grâce à une dame qui s'appelait Martine Laroche-Joubert et qui était en train de faire un reportage sur la guerre du Golfe. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Donc, on était en 92 à ce moment-là. C'est ça. Tu étais en année personnelle 3 en numérologie, qui est l'année de ton chemin de vie. C'est comme si l'univers t'avait mis sur ton chemin de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ce déclic?
Et est-ce que tu te souviens des émotions qui ont palpité en toi à ce moment-là? On regardait, tu sais, c'était à l'époque où vraiment le 20h, c'était le rendez-vous, tu vois, de la famille. À 9 ans, j'avais le droit de commencer à regarder les informations avec mes parents. Et on regardait Antenne 2 à l'époque. Et voilà, c'était en pleine guerre. Et je vois Martina Joubert au milieu d'enfants et de familles et de femmes, beaucoup. Et elle racontait les histoires des gens, ce que vivaient les gens là-bas. Je crois que voilà, une petite fille de 9 ans, je voyais des enfants de mon âge qui étaient voilà, sous les bombes, qui habitaient dans les gravats, qui n'avaient plus de maison. Je crois que ça m'a énormément touchée. Je pense que j'ai une empathie, malheureusement, peut-être un petit peu trop développée. Je suis une vraie éponge émotionnelle, je prends le mal des gens, donc bon, voilà. Mais j'adore écouter les gens et j'aime les histoires. Et quand j'ai vu ça, je me suis retournée vers ma mère qui était derrière moi et je lui ai dit, maman, je sais, je veux faire le travail de cette dame. Je veux être cette dame, quand je serai plus grande, je veux raconter les histoires des gens. Et ça m'a jamais quittée. J'avais vraiment envie de pouvoir raconter le récit. J'aime quand on me parle et j'aime les histoires. Alors l'empathie, elle est évidente dans ton thème, puisque ce qu'on appelle le nombre de la clé d'évolution, puis en plus dans ce décor-là, tu avais un décor de naissance qui vibre sur le 11, D'accord. le besoin de se réaliser, d'aider les autres à se réaliser, d'être en fusion et en communion avec le monde et l'entourage. D'accord. Mais tu as ce qu'on appelle une clé d'évolution en 9. Et le 9, c'est l'ouverture sur le monde, c'est aussi la dimension internationale, puisque tu es d'origine franco-belgo-britannique. Oui, oui. Tu vois, tu as une trilogie d'univers. Très européenne. Ouais, j'ai plein de cultures en Exactement. moi. Ouais. Et ça, c'est vraiment la parole du 9 quoi, en numérologie. Le 9, c'est celui qui s'ouvre sur le monde, sur l'international. Okay. Et c'est celui qui a besoin de comprendre et d'aller sonder les émotions et les sensations des gens. D'accord. Tu vois. Donc tout fait sens, en fait. Donc en fait, tout fait sens. Et puis tu as ce côté aussi où tu disais que tu aimais raconter des histoires et tu aimais quelque part expliquer le parcours des gens. Bah, le 3, c'est ça, c'est le maître du verbe de la communication. D'accord. Ok. Donc tu vois, tu es totalement aligné dans ton thème. Tant mieux. J'ai souvent l'impression d'être alignée, en fait. Ouais. C'est important pour moi d'être alignée par rapport à ce que je ressens et mes valeurs aussi. Je mets vraiment les deux en face, tu vois. Et si ça va pas, je le sens. Et j'ai besoin de me replier sur moi-même pour me retrouver. Et vraiment, ça me parle, tout ça. D'être alignée. Eh bien oui, parce que ça, c'est le 4. C'est ton chemin d'expression, c'est le caractère et la personnalité. D'accord. Et le 4, c'est la droiture, l'intégrité, l'honnêteté. Un côté à la fois très travailleur, pragmatique et cartésien. Mais comme tu as de la ressource 7, Joker, botte secrète de l'âme, tu es aussi très ancré, très tourné vers la spiritualité, puisque c'est un domaine de vie que tu connais. Quand je t'ai parlé de la dynamique karmique qui est la tienne, tu vois, alors qui nous parle souvent de l'ancienne vie, donc pas de ce qu'on vit maintenant, mais ce qu'on a vécu dans l'histoire de notre âme, et que je voyais en toi la petite fille de bonne famille qui refusait de sortir des clous pour faire plaisir à ses parents. Est-ce que ça fait écho? Et est-ce que tu sens que tu as à la fois ce côté conventionnel, mais rebelle, où tu as besoin aussi d'aller vivre? Mais complètement, c'est marrant, parce que tu sais, j'étais là, on est deux sœurs, je suis la première, et tu sais, la première, elle donnait un peu l'exemple. Donc souvent, c'était mon père, ou ma mère disait, voilà, regarde ce que fait ta sœur, et puis je sortais pas des clous. Mais ça me parle, en fait. J'étais un peu la jolie petite blonde qui faisait pas trop de vagues, etc. Ma sœur était un peu plus dans le côté rebelle, mais plus jeune, j'ai envie de dire. Et après, j'ai eu un truc un peu à l'adolescence. J'ai pas fait ma crise d'ado, mais j'ai eu besoin d'aller au-delà, de pousser les limites. Et quand je voulais aussi faire le métier de cette dame, je savais que c'était dangereux. Je savais qu'un terrain de conflit, voilà, c'est quand même... les militaires, tu vois, mettent des barrières et on doit rester dans ces barrières. Et pourquoi j'ai finalement pas été reporter de guerre, c'est que j'ai mon compagnon de l'époque, mon chéri de l'époque, était pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre, et il m'a dit c'est pas fait pour toi. Et je l'ai mal pris au début, mais il me dit je te connais, t'es un peu tête brûlée, les limites t'aimes bien les dépasser, c'est ce que j'aime chez moi, c'est le sport aussi, la performance, je veux aller plus loin, je veux toujours me tester. Et j'aurais aimé, je sais, une fois que le périmètre était, si tu veux, sécurisé, pour raconter les vraies histoires, pour aller encore plus loin, je savais que j'allais dépasser cette limite et me mettre en danger, et mettre en danger, du coup, les militaires qui viennent ensuite, tu vois, voilà, libérer les otages. Et donc, il m'a dit, c'est pas fait pour toi. Bon, voilà. Donc, après, je me suis beaucoup plus renseignée, j'ai lu beaucoup de bouquins de reporters de guerre, et je me suis dit, effectivement, c'est peut-être pas forcément fait pour moi. Donc, être dans les clous et en sortir, ça a toujours été un peu ma vie. Je pouvais me payer un ticket de train pour aller à Paris quand j'étais en région parisienne, mais j'aimais sauter la barrière.
Tu vois, j'avais ce côté un peu rebelle. Parce qu'à la maison, j'étais très droite, mais en dehors, je me disais, j'ai quand même envie. Bon, j'ai jamais rien fait de dangereux. Je crois que j'ai fait le mur une fois et j'ai passé 4 heures hyper mal. Je prenais pas de plaisir. Je suis rentrée chez moi. Donc, voilà. Mais ce truc, c'est très ambivalent chez moi. Ouais. Mais oui, mais parce qu'en fait, dans parce que l'empreinte l'intégrité karmique aussi me rappelle toujours, OK, il faut quand même, tu vois, toujours avoir la parole impeccable, toujours être droite. Mais en même temps, la vie, elle vaut d'être vécue quand il y a un peu de fun, tu vois, et puis que tu es un peu passionné. Et puis, voilà. C'est ça. Mais ça, c'est du coup, quelque part, le bras de fer entre le 3, qui a une espèce de candeur, de joie, de passion, qui a un côté très épicurien, et le 4, qui est réglo, qui est intègre, qui est conventionnel. Tu vois, donc toi, tu jongles avec les deux. C'est fréquent d'avoir le 3 et le 4 dans son thème? Pas toujours. Ah, d'accord. Alors, vous nous direz en commentaire si vous avez un chemin de vie 3, expression 4, ou inversement. Ouais, ça m'intéresse. Mais du coup, moi, je dis souvent que les nombres qui sont de prime abord antinomiques, c'est eux qui font aussi parfois les plus beaux mariages, les plus belles alliances, parce que tu arrives à prendre des ingrédients de ce dont tu as besoin ci et là, pour ensuite t'exprimer. Mais tu vois, moi, je pense que tu as subi un peu cette dynamique karmique de « je dois être sage, tirer à 4 épingles, pas faire de vagues et quelque chose en toi s'oriente vers la passion. Et du coup, par conséquent, le sport. Alors, comment t'es passé quelque part du reportage de guerre au sport? J'étais passionnée de sport, j'en faisais beaucoup quand j'étais petite. J'ai essayé un peu tous les sports. J'ai commencé comme pas mal de petites filles avec la danse classique. Et puis après, j'ai fait des sports collectifs. Et puis après, j'ai fait du sport extrême. Je poussais de plus en plus ma performance et ma pratique. Mon père aimait beaucoup le sport. J'étais un peu garçon manqué sur les bords et je le suis toujours un petit peu. Donc j'avais une vraie appétence et une vraie passion pour le sport. Et puis pour moi, je me suis dit, bon voilà, c'est un autre type de terrain. Mais je passe du terrain miné, du terrain de conflit à un terrain finalement de sport, avec tout autant de passion et de ferveur, avec les supporters, les clubs, etc. Donc j'ai glissé assez naturellement. Mon premier amour, c'était reporter de guerre. Et après, je me suis dit, bon, reporter terrain, c'est pas mal aussi. Donc ouais, ça s'est fait assez naturellement, finalement, ce passage. Ouais, et puis après, je pense que donc t'es rentrée chez Eurosport. Ouais. Ça a été une première expérience assez importante. Mais j'ai l'impression que là-bas, tu as revécu aussi des épreuves émotionnelles. Ouais. J'ai lu quelque part que tu avais été victime de harcèlement quand tu étais jeune. Ouais. Et à Eurosport, tu as un peu subi la même chose. J'ai vécu la même chose, j'ai l'impression d'être dans une cour d'école. C'était vraiment compliqué. Ouais, le harcèlement scolaire, à chaque école de ma vie, c'était compliqué. Je suis arrivée en maternelle, je parlais franglais. Parce que ma mère me parlait anglais, mon père français. Et pour moi, c'était la même langue. Donc, je me suis pas fait comprendre tout de suite par mes camarades. Et donc, on m'a mise très rapidement. Mais c'est fou, tu vois, à 3 ans, on te met déjà à l'écart. Donc, la maternelle, j'avais pas beaucoup d'amis. Après, je suis arrivée en primaire, je faisais une tête et demie de plus que les autres, parce que je suis grande, c'est vrai. Donc, tu sais, dès que c'est un peu différent, les enfants sont mis à part. Alors, c'était pas poussé à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, en plus, je pense que j'avais une parole assez facile. J'en parlais à mes parents. Et j'avais à côté de ça des cousins, cousines et ma sœur. Et j'avais un socle quand même assez stable. Et donc, je l'ai mal vécu, mais dès que je sortais de l'école, ça redescendait. Et puis chez moi, j'avais un safe space, quoi. Je me sentais bien chez moi. Et puis après, au collège, j'habitais en région parisienne et mes parents étaient modestes, mais j'imagine un peu plus riches que les autres. Et donc, du coup, j'étais un peu la riche du collège, alors que pas du tout, mais bon, c'était une mixité. Il y avait plein de différents horizons dans ce collège-là. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup d'amis. Et puis après, plus ou moins pareil, au lycée, j'étais bonne élève dans une classe qui était assez médiocre. Et donc, du coup, j'étais la lèche-cul, etc. Et puis on n'aime pas les bons élèves. Donc, ça a été compliqué, mes années école. J'y retournerai pas, honnêtement. C'est vraiment à partir de mes 20 ans où j'ai vraiment fait quelque chose qui me plaisait dans le milieu où je me sentais bien, que j'ai vraiment été heureuse dans ma vie. Et puis après, à 26 ans, je rentre chez Eurosport et je revis la même chose, quoi. J'ai eu un répit de 6 ans et puis après, je suis arrivée, je gênais, quoi. Tu vois, je plaisais pas aux filles parce que je pense qu'il y a peut-être de la jalousie quelque part. J'ai jamais mis ce mot-là, mais en fait, je pense qu'il y avait mes amis, parce qu'au fur et à mesure, entre 20 et 26, j'ai eu pas mal, je me suis fait un bon cercle d'amis. Mais l'idée, c'est de la jalousie, tu sais, il faut que tu passes. Mais bon, quand tu passes toute la journée avec des collègues qui t'aiment pas, donc les filles étaient jalouses et les mecs voyaient encore une grande nana avec les cheveux blonds, etc. Tu sais, c'était à l'époque où on commençait à être de plus en plus nombreuses à être journalistes féminines dans le sport. Et je pense que ça plaisait pas aux mecs, quoi, ça plaisait pas aux hommes.
Et donc, voilà, j'ai toujours... Et là, j'ai dénoté, quoi. Donc, j'avais vraiment pas d'alliés, pas d'amis. Ils partaient... parce qu'en plus, je faisais des matinales et des soirées, etc. Ils partaient dîner sans moi. Ils étaient 8 ou 9. Ils partaient dîner, tu vois, à la cantine d'Eurosport. Et on me proposait jamais d'y aller, quoi. Et je me suis vraiment dit, mais on est à l'école, c'est pas possible, tu vois. Et donc, ouais, j'ai revécu ça. C'était pas cool. Mais ça m'a donné, en fait, l'envie de revanche, quoi. Je me suis dit, je vais tout faire pour... je faisais vraiment un métier que j'aime et je me suis dit, c'est pas ça qui va m'en empêcher. Donc, Tu vois, encore une fois, la loi de la passion qui passe par-dessus tout. Ouais. Mais tu leur as dit, t'as verbalisé. Parce que tu sais que quand on est 3, on a pour devoir de dire, de verbaliser, d'exprimer. Ah ouais. Non, je crois que j'ai juste subi. Non, j'ai pas dit. Non, mais c'est pas simple d'être seule, tu vois, dans une rédac de 30 personnes qui t'aiment pas. Ouais. Et que tu déranges, quoi, tu vois. Donc, non, c'était... Ouais, je crois que j'ai tout ravalé. T'avais pas d'alliés? Non, peut-être 1 ou 2 boss, quoi, tu vois. Sympa, mais c'était hyper difficile de me défendre, quoi, tu vois. Ils avaient pas c'est pas qu'ils avaient pas d'arguments, mais ils allaient dans le sens du vent aussi. Donc, bon, c'est pas grave, j'ai quitté Eurosport et après j'ai une carrière qui me plaît et je suis très heureuse de ce que j'ai fait, quoi, tu vois. Donc, où la plupart sont restés là-bas, quoi. Alors, comment tu t'es appuyée sur ce fameux nombre ressources qui est fascinant dans ton thème, qui est le nombre ressources, qui est le 7, qui est le nombre de la spiritualité, de l'éclairage intérieur, de l'éveil de conscience, la foi, cette connexion que tu as à l'au-delà, cette croyance. D'où ça vient? Comment c'est né? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois que c'est né... J'ai un ange gardien, c'est mon grand-père. Il est décédé, j'avais 5 ans. Il est décédé le même jour que mon hamster. Ok. Je sais pas, c'est un truc qui m'a marqué, c'est que je me réveille un matin, il était dans ma chambre et mon hamster était mort et ma mère me dit, peut-être quelques minutes ou tu vois, l'heure d'après, ton grand-père aussi est mort, il est allé au ciel avec Toupie, donc mon hamster. Et depuis ce jour-là, je suis persuadée qu'il me protège. Je pense vraiment que mon grand-père est là-haut. Ma grand-mère est partie le rejoindre il n'y a pas longtemps et on était très très proches. Donc j'ai envie de me dire que j'ai les deux et que ma grand-mère maintenant, je pense qu'on peut en avoir plusieurs, mais on en a un, je pense, référent. Et j'ai envie de croire que ma grand-mère maintenant protège ma fille. Évidemment. Et ton grand-père aussi, hein. Ma fille aussi. Ah mais bien sûr. Bon, tant mieux. En fait, ceux qui sont de l'autre côté, ils protègent toute la famille, mais même ils protègent un très large spectre qu'on peut parfois même pas imaginer. C'est vrai? Ah bon, d'accord. Puisque... ceux qui partent de l'autre côté, en fait, j'ai même presque envie de te dire que ton grand-père, à partir de ce moment-là, il a même protégé ton mari, enfin, tu vois, toutes les personnes qui allaient accompagner ta vie, puisqu'ils ont le cahier des charges de notre vie. Ok. Bon, bah écoute, tu me l'apprends et j'en suis ravie. Tant mieux, tant mieux. Je prends toute la protection. Il nous en faut. Et ça fait du bien de le savoir. Donc il y a ça et j'ai toujours senti une force, une sorte de force. Avant de lire pas mal de choses, alors je devais avoir quel âge quand j'ai commencé à lire sur la loi de l'attraction? Et ça me paraissait limpide. Je me suis dit, mais ouais, c'est ça, c'est un truc plus fort que moi. C'est un truc au-dessus de moi, c'est l'univers. J'ai pas la foi, alors je suis pas chrétienne ou catholique, ou ma mère est protestante. J'ai jamais matérialisé ça comme Dieu. Je suis baptisée, j'ai fait mes 2 communions, mais assez rapidement, j'ai perdu la foi en Dieu. Mais je savais que c'était remplacé par quelque chose, quoi. Exactement. Ouais. Les étoiles, l'univers. Il y a vraiment un truc au-dessus de nous. Ça, j'y crois vraiment. T'as déjà eu des signes, des synchronicités, des clins d'œil de l'univers qui t'ont marqué? Alors, j'en ai eu. En fait, j'en vois pas mal. Parce que je suis assez ouverte aux signes. Donc, assez souvent, je sais pas, il va y avoir. Dans une rue, il y a une lumière, tu vois, qui se met, tu sais, à crépiter. Je regarde et je souris. Alors, je vais pas me dire, tiens, c'est... Ou alors, sinon, j'étais en train de penser à une personne partie. Et donc là, je me dis, tiens, bah, un petit clin d'œil, etc. Donc, j'en ai assez souvent, les signes. Il faut juste être ouvert aux signes, en fait. Exactement. Mais j'en ai pas un qui m'a marqué particulièrement. Non. Oui, en fait, tu vis avec, puisque c'est ancré, c'est imprégné en toi, en fait. Je parle d'une personne, le téléphone sonne, c'est cette personne-là. Tu vois, c'est juste un signe, tu te dis, elle devait m'appeler. Et il fallait que je parle d'elle à ce moment-là, quoi. Exactement, t'es connecté finalement. Dans ton métier de journaliste, tu parlais tout à l'heure de tous ces sportifs que tu avais rencontrés, qui t'apportaient énormément, qui sont parfois aussi même des modèles de force, de résilience. C'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué? Il y en a plein. Il y en a plein. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré tous les sportifs. Il aurait fallu que tu me poses cette question pour que je réfléchisse parce que c'est dur de choisir, tu vois. Genre, ils sont tellement tous différents et ils résonnent tous en moi de manière différente. Donne-nous-en 2, 3. Ouais.
J'ai Usain Bolt. J'ai eu la chance de l'interviewer et ça, j'étais extrêmement impressionnée. C'est un athlète hors norme. Et il a une personnalité sympa en plus. Donc, j'ai adoré rencontrer Usain Bolt. Marie-Josée Pérec. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sport à la télé, tu vois, pareil, j'avais 9-10 ans. Et elle était incroyable. Une lionne, quoi, tu vois. Très timide, féline et mystérieuse à la fois, tu vois. Et c'est marrant parce que je la côtoie. On se voit avec les étoiles du sport et j'ai compris énormément de choses en la rencontrant, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement timide et réservé, mais ça l'a boosté. Voilà, elle est vraiment très, très inspirante. J'adore Martin Fourcade, j'adore Florent Manoudou, je pense pas à une en particulier. Dès que je rencontre un sportif, en plus j'ai un podcast qui s'appelle Haut Niveau sur Chéri FM et j'ai eu la chance de recevoir énormément de gens qui m'ont inspirée. En 2023, il a ouvert ce podcast. Ouais, exactement. Et je vais te dire un truc après. Ah, ok, d'accord. Non, mais chaque histoire est tellement singulière et différente. Ce qui les relie, c'est la passion. Et du coup, ça résonne en moi. C'est-à-dire qu'il disait, par exemple, c'était Alain Bernard, il me dit, tu te lèves à 5h du matin, même en hiver, et t'es à 5h30 dans l'eau, faut vraiment avoir envie, quoi. Et là, je me dis, putain, et eux, ils sont habités par une passion. Et moi, j'aurais aimé être sportif de haut niveau, plutôt dans l'automobile. Moi, j'adore les sports extrêmes, piloter, etc. Et il faut avoir, malheureusement, déjà, il faut avoir un très bon coup de volant. J'en avais un bon, mais je me suis jamais fait tester si j'étais assez bonne pour faire de l'automobile à haut niveau. Mais il fallait les moyens en plus, tu vois. Voilà, si tu commences une saison de karting, il faut que ton père soit dedans, il faut qu'il fasse un peu de mécanique. C'était pas du tout le cas de mon père. Et on n'avait pas les moyens de me lancer, tu vois, dans une saison. Mais je me suis toujours dit, je suis passée à côté d'une carrière auto et d'une carrière de sportif de haut niveau. Donc, je vis un peu ce rêve, tu vois, inachevé à travers eux. Et ouais, voilà, je me dis, je l'aurais sûrement fait. Je pense que si t'es habité, moi aussi, je me serais... Alors bon, quand t'es pilote auto, tu te lèves pas à 5h du matin, tu vois, il fait nuit sur le circuit, mais je les admire en ça. J'aurais sûrement peut-être... Ou alors peut-être dans une autre vie, je l'étais. Je sais pas. T'as rencontré des pilotes de F1 qui t'ont marqué ? Ouais, j'ai rencontré Magnussen, que j'ai fait en interview. Yann ou Kevin ? Kevin, ouais, Okay. Kevin Magnussen. C'était pour une marque automobile et on a fait tout un tour de Paris où j'étais chauffeur et donc du coup on faisait une discussion un peu tout en détente et puis je lui ai montré les monuments de Paris et j'ai rencontré quelqu'un d'hyper simple. Bon, pour moi, tous les pilotes de F1 avaient le melon, tu vois. Enfin, ça allait un peu avec. Et lui, il était très simple. Il venait d'être papa, je crois, pour la 2e fois. Voilà, et puis là, on s'est connecté vachement là-dessus. Et donc là, il a tombé les barrières aussi avec moi, je pense. Mais oui, mais ça, c'est grâce à ton 3. Cette capacité à véhiculer, à verbaliser, à communiquer. Donc, en fait, on offre aux autres l'énergie de nos nombres. Et ce 7, il y a quelque chose de mystique et de mystérieux qui te relie aussi au monde des émotions, grâce à ta clé d'évolution en 9, tu vois. Ouais. Donc tout ça s'imbrique harmonieusement pour te permettre, te donner les moyens dans cette vie-là de vivre tes passions, mais aussi de mettre en lumière les passions des autres. Parce que t'es maîtresse de cérémonie, t'as été maîtresse de cérémonie pour le Ballon d'Or, pour les JO. Enfin, tu vois, à chaque fois, t'apparais sur la scène internationale, puisqu'en plus, t'as un côté très cosmopolite avec tes origines. Mais tu vois, tout ça, c'est fait pour continuer à te porter. Et j'adore mettre en lumière, en fait. J'adore, c'est mettre en lumière, tu vois, les histoires des gens. Alors là, le Ballon d'Or, je mets en lumière donc les performances, tu sais, de ces footballeurs. Sur les Jeux Olympiques, c'était incroyable, c'était 13 000 personnes tous les jours. Je prenais la ferveur et je prenais cet amour du public pour eux. Ils étaient vraiment pas là pour moi. Moi, j'étais juste c'était une passeuse, quoi. Tu vois, moi, j'étais là, hop, vas-y, je le mets en lumière. Et c'était, j'adore ce métier. J'adore. J'ai un peu de mal aussi à parler de moi. Mais t'es là pour ça, Sandy, justement. Oui, non, je sais bien, mais c'est vrai que c'est voilà, mon métier. Souvent, je dis, mais j'ai pas de talent, et on me dit, mais non, mais le talent, c'est justement de faire parler les gens, quoi. Je suis accoucheuse, en fait, un petit peu, tu vois, et je leur permets de me raconter leur histoire. Dans le podcast Haut Niveau que tu as sur Chéri FM et qui est né en 2023, tu sais que tu étais à ce moment-là en année personnelle 7. D'accord. Le 7 qui est ton nombre ressources. Ouais. Et le 7, c'est aussi le nombre de l'introspection, de la psychologie, mais c'est le nombre qui nous ramène à l'histoire des grands-pères. D'accord. Est-ce qu'à travers tout ce que tu fais, t'as pas l'impression aussi que tu fais vivre les rêves de ton grand-père, de ce grand-père disparu à tes 5 ans ?
Un rêve qu'il aurait eu de faire ce métier-là? Tu sais, d'être au contact des gens, d'être dans des choses où il était capable de plus s'ouvrir, où il était capable d'être beaucoup non, plus... justement, je pense qu'il aurait aimé plus s'ouvrir, mon grand-père. Mais oui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un regret qu'il a eu. Ouais. Exactement. Il était artiste, il était artisan sculpteur et il faisait des tableaux. Il encadrait des tableaux. Il était encadreur. C'était vraiment un métier, un vieux métier. Donc c'était un artisan qui était plutôt en arrière-boutique et c'est ma grand-mère en fait qui était au contact des gens. Il n'était pas très très ouvert effectivement, mon grand-père. Et c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que tu continues, que tu fais le trait d'union. D'accord. Parce que nos défunts, quand ils arrivent de l'autre côté, ils ont des regrets, des choses sur lesquelles ils auraient aimé évoluer. Et lui, je pense que c'est le contact avec le monde. Et ça a un impact sur nous. D'accord. Et en fait, quand on incarne des choses, on leur rend hommage à travers ce qu'on met en lumière et ce qu'on met en évidence. Est-ce que lui, il aimait aussi le sport, ces choses-là? Est-ce que c'était à la télé ou... On en a... moi, tu vois, je suis partie à 5 ans. On était 4 cousins et j'étais très, très proche de mon grand-père. Et je me rappelle beaucoup, c'est les émotions et les câlins et l'attention qui me portaient. J'ai pas eu le temps, tu vois, de parler de ça. C'est vrai que j'ai jamais demandé à ma grand-mère si elle aimait le sport. Elle est partie, mais je pourrais toujours demander à mon père si effectivement il aimait le sport. Mais j'aimerais bien creuser, t'as raison, j'ai envie de savoir. Ouais. Je peux pas te répondre là, je sais pas. Énigme sur la table. Exactement, voilà. Je vais de ce pas appeler du coup mon père pour lui demander si mon grand-père aimait le sport. Ouais. Tu vois, c'est un peu tout ça. Alors, moi, j'aimerais aussi qu'on continue à découvrir la Sandy qu'on ne voit pas à l'écran. On en a parlé un peu. Tu as eu une épreuve de vie assez difficile. Ouais. Tu t'es livrée dessus. C'était en quelle année, ça? 2020. Ouais, 2020, ouais. Tout début 2020. Le 1er janvier, j'ai eu une interruption médicale de grossesse à quasiment 6 mois sur un petit garçon. C'est ma première grossesse. Et c'est mort, j'ai ma gorge qui se serre. C'est drôle. Pourtant, j'en parle vraiment hyper librement. Et justement, j'en parle parce que je veux pas qu'il y ait de tabou. Moi, j'aurais aimé... Je voyais la grossesse comme un long fleuve tranquille et que tout se passait extrêmement bien. Et je pense que ça a été longtemps tabou de parler des fausses couches et justement de l'interruption médicale de grossesse et tout ce que les femmes traversent. Et c'est pour ça que j'ai levé le voile là-dessus. Il y a quand même 7000 IVG, IMG par an, ce qui est beaucoup. Mais j'avais pas l'impression que c'était autant. Et j'ai eu l'impression que c'était un vrai fardeau, un vrai truc qui m'arrivait à moi. Et au fur et à mesure, quand moi, je commençais à en parler, j'apprenais par d'autres, etc., il y a ce confiance en moi, je l'ai vécu. Je me suis dit, putain, pourquoi... J'aurais aimé, en fait, le savoir pour me dire, tiens, ça peut t'arriver. Je l'aurais peut-être moins pris dans la gueule. Oui. Et donc voilà, ce petit garçon, il avait le cœur mal formé, il lui manquait toute une partie du cœur. Donc on aurait pu pousser à ce qu'il naisse. On n'avait aucune certitude que la grossesse aille jusqu'au bout. On n'avait aucune certitude qu'il puisse respirer tout de suite en sortant de mon ventre. Et il fallait lui faire une opération tout de suite. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, j'ai pas envie de lui faire subir ça, quoi. C'est d'abord à lui que j'ai pensé. Et pourtant, moi, j'avais vraiment très, très envie de ce bébé. Et puis, on l'aimait déjà, ce bébé, tu vois. Après 6 mois, c'était un petit garçon. On avait pensé à des prénoms. Et j'ai préféré arrêter là, quoi, lui dire au revoir. Moi, j'ai pris... c'est dur de prendre la responsabilité d'arrêter là la vie de tu vois, après, médicalement, on a commencé au lieu de parler de bébé, on disait fœtus. Donc, tu arrives au fur et à mesure émotionnellement à te détacher. J'en avais besoin, moi. C'était très, très difficile de me dire que j'ôtais la vie à mon petit garçon. Et donc, voilà. Donc, j'ai vécu ça. C'était pas évident, mais j'étais très entourée par mon mari, déjà. On était déjà très proches et ça nous a vraiment liés. Et toute ma famille a été vraiment super. Mais à ce moment-là, tu étais en année 4 et c'est les racines paternelles. Ah, ok. Mais tu vois, il faut que tu te dises un truc. Quand tu dis j'ai pris la décision, on a pris la décision. Ouais. Mais dis-toi aussi que son âme, elle était d'accord. Et moi, je pense que les bébés qui partent prématurément, après, ce sont des anges gardiens pour les petits frères et petites sœurs à venir. J'ai entendu ça. Ouais. Puisque tu as eu une petite fille en 2021. Ouais, c'est ça. Ouais, après, tu vois. 1 an et demi plus tard, j'ai eu ma petite Dune. Ouais, ma petite fille. Et donc, c'était plus fluide, je pense qu'avant. Tu as eu moins d'inquiétude sur cette grossesse? Beaucoup moins. Ouais, je me suis dit, bon, la foudre va pas taper 2 fois au même endroit. Quoique, j'ai eu un œuf clair ensuite, après ça, quelques mois plus tard. Enfin non, ça s'est mal passé, ils m'ont laissé du placenta, j'ai fait une hémorragie. Enfin, vraiment pas cool, c'était en plein Covid. J'ai vraiment pris cher cette année. L'année 2020, elle n'a pas été cool. Et puis, et finalement, oui, parce que je suis tombée enceinte de Dune en 2020. Et c'était un petit miracle parce que même le corps médical ne comprend pas comment, après cet œuf clair que j'ai expulsé, 3 jours après, j'étais enceinte.
C'est un miracle. Ma fille est un miracle. Je le dis, je lui dis pas à elle parce que je veux pas qu'elle, tu vois, mais je le sais au fond de moi. Elle n'était pas censée arriver, mais je pense, là, j'y crois vraiment dur comme fer, les enfants nous choisissent. Et je pense que Dune attendait le bon moment, peut-être possiblement pour moi, pour mon mari, pour la famille, mais elle était destinée à nous, ma fille. J'en suis persuadée. Évidemment, mais ça c'est... Et je lui dis souvent quand elle dort, je dis merci de nous avoir choisis. Elle est trop petite à 3 ans et demi pour comprendre, mais je lui dirai. Merci de nous avoir choisis, je lui dirai. Et quand tu parles de miracle, moi je pense que c'est grâce à son grand frère Céleste. Peut-être. Tu vois, ouais. Qui a oui, donné, c'est vrai que j'avais pas pensé. En fait, quand j'ai fait mon deuil de ce petit garçon, le psychologue que je voyais à ce moment-là, il m'a vachement parlé justement que ça allait devenir, tu vois, un protecteur de ma fille. Et puis c'était beau de lui donner une suite, tu vois, à ce petit garçon. Et j'ai dit oui, il protégera notre enfant, notre prochain enfant, etc. Et je l'ai perdu ça un peu, en fait, tu vois, au fil de l'eau. Parce que ça s'est très bien passé. Et ouais, peut-être inconsciemment, au fond, je sais qu'il est là. Et, mais c'est vrai que j'y avais pas repensé. Mais c'est sûr, ouais, t'as raison, il la protège. Elle est en super santé. C'est un bonbon de petite fille. Elle comprend beaucoup de choses très vite. Elle a beaucoup d'émotions en elle aussi, comme moi. J'ai tellement de chance. Elle est je vais pas dire parfaite, ça veut rien dire, mais elle s'imbrique tellement bien dans notre vie avec mon mari, quoi. Tous les trois, on est extrêmement forts, je sais pas. Et elle parle même quand elle a commencé à parler vers 2 ans, elle disait, je pense que c'est un truc que j'ai dû lui dire, elle disait la famille d'amour. Elle dit la famille d'amour, c'est papa, maman, Sydney et Dune. Donc Sydney, notre chien. Je l'ai eu quand j'étais enceinte. Et donc pour elle, on est 4. Et on est un rock, on est 4. Et c'est fou, quoi. C'est extrêmement important pour elle. Le socle, la famille. C'est trop beau. Elle doit avoir du 6. Elle est née quand? Le 28 mai 2021. Et ben, elle a une clé d'évolution en 6, tu vois. Et ça veut dire quoi? Et le 6, c'est la famille, c'est le foyer, c'est le cocon. C'est marrant, mais c'est complètement elle. C'est complètement elle. Et en plus, elle est 11. Elle est chemin de vie 11. D'accord. Et le 11, c'est le duo, le binôme. Enfin, elle est 2 de 11. C'est un maître nombre aussi, le 11. Derrière le 11, il y a vraiment l'élévation de soi et des autres. Et donc, c'est le binôme aussi. Donc, je suis 11 avec elle. En fait, il y a quelque chose dans la structure de son chemin de vie qui a besoin d'évoluer pour elle-même, donc d'aller vers ses réussites et ses créations personnelles, mais aussi d'embarquer les autres dans ses victoires et dans ses aventures, quoi. Ouais. Donc le lien à l'autre, au binôme, est extrêmement important. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Je sens qu'on est extrêmement connectés toutes les deux. Ce qui est dur pour le papa de trouver sa place, mais ça va mieux. Mais il y en a que pour moi, quoi. Ouais. C'est maman, et c'est incroyable. L'amour qu'elle me donne, c'est fou, vraiment. Et puis même, elle est 2, elle n'est pas 11, tu vois, elle a une clé d'évolution en 6, mais elle est vraiment dans le 2, elle n'est pas dans le 2, c'est quoi? Et le 2, c'est le duo et le binôme, c'est vraiment l'alliance avec l'autre. C'est dingue. Et c'est le nombre qui nous ramène à la mère, et c'est le côté très yin. Donc c'est aussi le côté très créatif et artistique chez elle. Oui, on fait beaucoup de peinture et de dessin et de gommettes et de pâte à modeler et de peinture tout le temps. La déco. Elle adore ça. Tu vois, la déco, le patchwork. Elle est vraiment comme ça, ouais. Elle a besoin de faire des trucs de ses mains, un peu comme moi d'ailleurs. Et un peu comme son grand-père. Et ouais. Ah ouais, c'est vrai. J'adore. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, oui, c'était son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père, ouais c'était qui nous protège. Exactement. Et son père, et du coup ton père aussi, non? Non, pas tant. Non, pas très manuel, mon père, pas du tout même. Ok. Plutôt intellectuel? Comment? Plutôt intellectuel, lui? Ouais, plutôt. Ouais. Mais tu vois, t'as tout cet univers en elle aussi. Tu peux retrouver des morceaux de ton histoire à travers elle. Ah, j'en suis persuadée. C'est sûr, vraiment. C'est quoi tes projets professionnels pour maintenant? Ah, alors c'est très flou parce que c'est une année vraiment bizarre, 2025. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, d'accord, ok. J'ai du mal à retrouver mes repères, je t'avoue. Janvier-février, très compliqué. Pas une très bonne phase pour moi. Et puis, faudrait que tu essayes de... Enfin, peut-être que tu peux m'expliquer par rapport à mon thème, mais les mois où moi, je pense être climato-sensible. J'ai vraiment besoin de soleil. Je suis un tournesol, quoi. J'ai besoin beaucoup de lumière. Là, on a eu que des mois de pluie, des mois de froid, et ça m'a un peu mangé. Et souvent, j'ai une sorte de petite déprime hivernale. Alors là, j'étais en plein dedans en janvier-février. Plus le travail, il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est une année très morose. Tout ce qui se passe autour de nous. Enfin, moi, je suis une vraie éponge. Je prends tout ce qui se passe. C'est très dur, en ce moment, la planète. Et donc voilà, ça va un peu mieux là, ça fait quelques jours, ça va un peu mieux. Je suis allée voir un magnétiseur un peu chaman, tu vois, et ça m'a, je sais pas, je me retrouve moi, c'est hyper marrant. Il m'a dit, faut te re-ancrer sur ce que tu es toi, sur ce que tu sais faire, sur qui tu es vraiment. Parce que je sais pas, janvier-février, moi,
comme tu l'as dit dans mon thème, j'aime la communication, j'aime les gens, j'ai la joie et je suis solaire. Oh, je l'avais perdu. J'étais aigrie, j'étais mal dans ma peau, j'en voulais à la terre entière, j'avais pas la parole impeccable, tout ce que je suis pas. J'étais pas alignée avec moi et il m'a réalignée. Et peut-être que, j'en suis sûre, il m'a aidée, quoi. Ça va mieux. Alors, tu es dans une année 9, tu es dans une année de bilan. C'est pas une année où il faut commencer des nouvelles choses, c'est une année d'accueil et de contemplation. Oh, mais attends. C'est une année où tu consolides, où tu perfectionnes, où tu accueilles, où tu peux aussi avoir des récompenses et il y a des aboutissements. Mais par contre, c'est l'année idéale pour penser, concevoir des nouvelles choses dans ta tête et après, tu vas les implémenter dans la matière l'année prochaine. L'année prochaine. Ah ouais. Mais tu vois, ça peut être une excellente année pour écrire. Ouais, c'est une année un peu sous-marin. Écrire un livre, ça peut être très bien. Continuer à aller investiguer sur des sujets, des choses qui te passionnent. Terminer certaines collaborations en vue d'en ouvrir de nouvelles. Et ça peut être aussi, à un moment donné, dans la deuxième partie de l'année, on va venir te chercher pour des nouveaux projets, fort probablement à la rentrée. Tu vois, ça peut être ça aussi. Il y a un truc qui pointe le bout de son nez pour septembre. Bah voilà. C'est rien de concret encore, c'est que des discussions, mais ouais, ça serait bien. Ouais. Donc c'est une année d'aboutissement, de consécration. D'accord. Mais c'est une année d'observation, de recul. De bilan, tu l'as dit. Donc d'abord, tu vas faire le bilan pour ensuite pas rebondir, mais aller de l'avant, quoi. Et c'est une année où on te demande de garder un peu plus de temps pour la sphère personnelle, pour ensuite, parce qu'après tu seras plus occupé, aller vers davantage de nouveaux projets professionnels. D'accord. Donc c'est une année de transition, mais ça ne veut pas dire que c'est une année de stagnation ou de régression. D'accord. Tu vois ? Ouais, ça fait sens. Hein, là, c'est exactement ce que je vis quand même. Et les voyages aussi, l'importance des voyages, de bouger, de s'octroyer des temps, des moments en famille. Ça, c'est idéal en année 9. Bon, parfait. On va partir. Ce sera super. Non, mais je me nourris, moi, tu sais, comme je suis biculturelle, triculturelle quasiment, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, toujours. J'ai besoin de sortir, là. Et puis, la routine, c'est pas fait pour moi. Donc, aller voir d'autres choses, les horizons, j'ai toujours beaucoup voyagé. Un peu moins maintenant avec ma fille, mais ça, on reprend, là, tu vois, maintenant qu'elle a 3 ans. Elle a déjà pas mal voyagé là, cette dernière année, mais ok, je vais voyager. Ce sera trop chouette. Alors, Sandy, avant qu'on se quitte, d'accord. Je vais te confier le dé numérologique que tu vas lancer pour voir quel est le nombre qui a un conseil à te donner maintenant. J'adore. Là, sur la table ? Là, devant le téléphone céleste. Allez. 8. Eh ben, c'est... J'adore voir l'expression de ton visage. Je lis, je scanne. Ça a l'air bien. Le 8, c'est trop bien. C'est reprise de pouvoir. C'est le karma, les ancêtres, tout ce qui est en lien avec la psychogénéalogie. Donc moi, je te conseille d'aller enquêter dans les générations. D'accord. Pour aller voir ce qui s'y trouve, ce qui s'y cache. Et le 8, c'est aussi, tu vois, il y a un côté, je reprends du pouvoir du poil de la bête et je me bats pour mes droits. Puisque c'est le nombre de la justice, du réalignement. Mais comme c'est le nombre du karma, c'est aussi celui qui vient offrir sur un plateau d'argent ce qui nous revient de plein droit et qui nous aide à rectifier le tir pour pas qu'on fasse d'erreurs à l'avenir. Ok, très bien. Je vais retenir ce chiffre-là. Donc voilà le 8 symbolique pour toi aujourd'hui. Super, je le prends. Ça me va. Merci Sandy d'être venue à la lumière des nombres. Merci beaucoup Alexandra, c'était très intéressant. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.